Prime Minister, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis ravi de vous accueillir ici à l'OCDE pour la réunion du Conseil ministériel de 2017 intitulée « Faire de la mondialisation l'instrument d'une vie meilleure pour tous ». C'est un honneur pour nous d'accueillir le Premier ministre, M. Rasmussen, Premier ministre du Danemark, qui assure la présidence de la réunion du Conseil au niveau ministériel avec les vice-présidents de l'Australie, la vice-présidence de l'Australie, du Royaume-Uni, le gouvernement danois. La présidence de cette réunion a contribué à la définition d'un ordre du jour, d'un programme très ambitieux et prospectif face aux défis urgents que représente la situation mondiale. Nous nous concentrons sur la mondialisation au service de tous. C'est un sujet qui vient à point nommé, puisque la mondialisation a avancé rapidement au cours des dernières décennies, a apporté de nombreux avantages, a facilité la croissance économique mondiale, permis l'intégration des économies émergentes dans les marchés mondiaux, sorti des millions de personnes de la pauvreté et facilité la circulation de la technologie, des citoyens, des hommes et des cultures partout dans le monde. Malgré tout, dans un grand nombre de pays de l'OCDE, les citoyens tournent le dos à la mondialisation. Les partis populistes, favorables au protectionnisme, à ce que l'on est convenu d'appeler le nationalisme exclusif, ces partis populistes attirent de plus en plus de soutien dans l'opinion publique et progressent dans les élections. Ce sentiment est alimenté par une idée largement répandue selon laquelle les avantages de la mondialisation sont concentrés entre les mains de quelques-uns seulement. Et il faut bien que nous commencions à reconnaître qu'effectivement, nombreux sont ceux qui sont restés au bord du chemin. Dans certains pays de l'OCDE, les revenus réels médians n'ont pas progressé depuis 20 ans. Pendant ce temps-là, les 10% les plus riches de la population gagnent maintenant presque 10 fois plus que les 10% les plus pauvres, alors que ce n'était que 7 fois il y a une génération, c'est-à-dire dans les années 80 seulement. La richesse est encore plus concentrée que le revenu. D'après les dernières estimations, les 1% des ménages les plus riches dans les pays de l'OCDE possédaient à peu près 18% du patrimoine total des ménages, alors que les 40% les plus pauvres ne possédaient que quelques points, quelques pourcents. Non seulement ces inégalités ne font que s'accentuer, mais elles sont de plus en plus marquées. Et ce qui est certainement pire encore, elles se perpétuent d'une génération à l'autre. C'est devenu un problème intergénérationnel. L'effet de la mondialisation sur ces disparités est complexe. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est dire que c'est la mondialisation qui est responsable de tous ces problèmes. Ce serait, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous n'avons certes pas toutes les réponses, nombreux sont les facteurs en jeu, mais on peut peut-être proposer quelques pistes pour expliquer ce qui ne va pas, ce qui a déraillé dans la mondialisation. C'est ainsi que, depuis quelques décennies, la fiscalité dans les pays de l'OCDE ont eu tendance à transporter la charge fiscale, faire porter la charge fiscale sur le travail et sont devenus moins progressifs pour
favoriser l'investissement, déployer le capital, etc., etc. Mais effectivement, dans un grand nombre de nos pays de l'OCDE, le coin fiscal, c'est-à-dire la part des revenus absorbés par les taxes, impôts et contributions, approche 50%. La mondialisation a également facilité la fraude et l'évasion fiscale, combat dans lequel nous travaillons tous ensemble. Il y a aussi le phénomène de la financiarisation qui s'intensifie, qui est de plus en plus profond dans nos économies. Le ministre des Finances de l'Inde a engagé un effort considérable visant à accorder des cartes d'identité à des centaines de millions de citoyens, ce qui a permis d'ouvrir des comptes en banque. Donc cette financiarisation a eu des effets positifs, mais dans le même temps, cela a exacerbé, accentué les inégalités. Les plus riches sont plus étroitement liés aux instruments financiers, à ce phénomène de financiarisation et de montée des inégalités. Il y a également un phénomène qui échappe parfois à l'attention, qui n'est pas aussi évident. Depuis longtemps, nous nous sommes rendus compte que dans notre effort de renforcement de la productivité, le caractère prédominant des grandes entreprises, ça a été conforté. On voit très bien ce qui se passe dans le secteur du numérique. On voit que ce sont quelques entreprises qui ont toutes emporté. Il y a donc un écart de plus en plus grand entre les entreprises de pointe et toutes les autres. Et les salariés de ces entreprises évoluent exactement dans le même sens. Autrement dit, les salaires, les qualifications suivent le même schéma. Et donc, ce progrès, qui en soi est positif, a également des conséquences négatives qui tendent à exacerber les inégalités, les disparités qui existent sur le marché du travail. Et la conjugaison de l'évolution technique, technologique et de la mondialisation, avec la numérisation de l'économie, a fait en sorte que nombreux sont ceux qui se sentent menacés, dont les emplois sont menacés, s'il s'agit d'emplois routiniers. Ce qui, bien sûr, contribue également à la polarisation des marchés du travail. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire de tout cela? Comment tracer une piste pour améliorer la qualité de la mondialisation? À l'évidence, nous devons nous garder, éviter un retour en arrière par rapport à l'ouverture mondiale et l'intégration. Nous avons besoin de nouvelles approches fondées sur une croissance inclusive et en mettant au cœur de nos politiques le bien-être de nos populations, de nos concitoyens. Les nouvelles approches face aux défis économiques, ce qu'on appelait l'initiative NAEC à l'OCDE, mettent en cause les hypothèses, les modèles, promeut de nouveaux outils de politique, de nouvelles données depuis maintenant presque 5 ans. Nous devons continuer à approfondir et à diffuser ces analyses pour encourager un état d'esprit de type NAEC, façon de réfléchir NAEC dans nos pays membres, les pays partenaires, mais également dans nos propres services. Il s'agit de donner aux gens les qualifications qui leur permettent de saisir les opportunités dans une économie mondialisée de plus en plus numérisée. Il s'agit de trouver des solutions imaginatives pour assurer l'accès universel à des soins de santé de qualité, l'accès universel à l'éducation de qualité.
Il s'agit également de promouvoir l'intégration des migrants. Un nouveau défi très important. Non pas qu'il soit nouveau, mais en raison de l'ampleur du phénomène que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit également de soutenir les PME qui constituent le tissu même de nos économies. Ce sont les PME qui créent de nouveaux emplois. Il s'agit de renforcer la diffusion des technologies. Il s'agit d'améliorer la protection sociale sans pour autant décourager l'innovation et la productivité. Monsieur le Premier ministre, chers amis, il s'agit aussi de consolider les normes internationales, de faire en sorte qu'elles soient plus efficaces pour égaliser les chances et pour améliorer l'inclusivité, la solidarité dans nos sociétés. Nous avons besoin d'une collaboration internationale renforcée en matière de concurrence, de fiscalité, en ce qui concerne également les entreprises publiques ou la conduite responsable des entreprises, ou encore la lutte contre la corruption. Et bien sûr, en ce qui concerne la question du climat et les échanges. Certes, dans certains cas, il faudra inventer de nouvelles normes. Dans d'autres domaines, il s'agit surtout d'élargir le champ des normes existantes et de mieux les faire respecter. Le CDE a déjà commencé à travailler dans tous ces domaines pour améliorer la gouvernance de la mondialisation. Mais nous devons intensifier cet effort. Nous allons approfondir l'analyse de toutes ces questions pendant cette réunion du Conseil au niveau ministériel. Certaines séances seront consacrées à l'idée de faire en sorte que la mondialisation soit plus inclusive, davantage en mesure de soutenir nos populations, nos entreprises, nos régions, nos villes dans une économie ouverte et numérisée, plus ouverte à la concurrence et facilitant la diffusion des avantages du commerce et d'investissement pour tous, en tout cas pour plus. Le CDE va appuyer ces analyses, ces discussions grâce à un certain nombre de rapports et de produits importants susceptibles de favoriser des réflexions, des discussions créatives, nouvelles et d'améliorer le niveau des ambitions. Outre la note sur les principaux thèmes, et ce document qui servira de base de travail, il y a également d'autres rapports tels que les perspectives sur l'entreprise et la finance que nous avons publié récemment et qui est devenu, je m'en félicite, une sorte de best-seller. Cet ouvrage se penche sur la situation du monde financier. Il y aura également un rapport sur la prochaine révolution de la production, les conséquences pour les gouvernements et les entreprises. Et d'ailleurs, je profite de la présence du Premier ministre Rasmussen pour dire qu'il vient de créer au Danemark un conseil sur la rupture, un conseil disruptif. Je ne sais pas exactement comment il s'intitule, mais il s'agit précisément d'étudier la manière dont on peut faire face et gérer l'avancée du numérique, de l'informatique, comment faire en sorte que cela puisse être mis au service de tous. Et depuis que nous sommes rendus à Copenhague, et encore aujourd'hui, nous allons cet après-midi travailler à nouveau là-dessus. Investir dans le climat et la croissance, voilà un message très clair. Protéger le climat, c'est du bon sens économique. Ça permet de favoriser l'investissement, de créer des emplois, de favoriser le progrès technologique. Et donc les premiers, les pionniers dans cette lutte en faveur du climat auront un avantage
concurrentiel, sur le plan notamment technologique. Tout à l'heure, Catherine Mann, économiste en chef, a nous présenté les perspectives économiques. Et nous avons travaillé également sur la croissance inclusive. Oui, ici, un rapport d'étape sur ces analyses de la croissance inclusive que nous menons dans tous les départements de CDE. Et enfin, c'est un ouvrage qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore été publié. Le 13 juin, nous avons présenté les perspectives de l'emploi. Comme vous le voyez, nous travaillons à tous ces éléments qui définissent la mondialisation et nous cherchons non seulement à établir un diagnostic, mais également à, définir de meilleures recommandations, une meilleure série de recommandations à l'attention de nos États membres. J'ajoute que le fait que le Danemark assume la présidence de cette réunion ministérielle me ravit. Ce n'est pas ça une coïncidence, mais parce que tout a une raison, mais il se trouve que la présidence de cette réunion ministérielle est assurée par une économie ouverte qui a montré l'exemple à bien des égards, précisément pour trouver le juste équilibre dans la mondialisation. Et c'est un honneur que d'accueillir le Premier ministre, M. Rasmussen, pour lancer cette réunion ministérielle du Conseil. Vous avez été le promoteur de l'ouverture et de l'intégration mondiale tout en accordant à vos concitoyens un filet de protection sociale solide, en accordant, en donnant l'éducation, les compétences, la portabilité des compétences qui sont essentielles pour faire en sorte que la mondialisation soit utile pour tous. Le Danemark, c'est un pays qui connaît également le défi très complexe de la migration en Europe. Voilà une autre expérience que le Danemark partage avec nous tous. Et j'ai parlé à l'instant de ce conseil sur la rupture qui montre bien que quand il faut mobiliser toutes les forces de la société pour faire face à un problème tel que le numérique, ça signifie que non seulement la question est complexe, mais que tout le monde doit participer à la solution. Il ne s'agit pas de la responsabilité simplement du gouvernement, d'une décision qui soit prise par le gouvernement. La décision doit être prise par le gouvernement, certes, mais après de multiples consultations approfondies. Je voudrais maintenant laisser la parole à M. Rasmussen, Premier ministre du Danemark et président de la ministérielle, en citant les vœux de la nouvelle année qu'il a accordés au peuple danois. Il a dit « Nous ne pouvons pas construire des murs contre le monde, parce que si nous le faisons, nous finirons par nous emmurer nous-mêmes. » Ce sont des paroles qui sont une grande source d'inspiration et qui expliquent bien pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui, ici, au cœur de l'Europe, ici, à l'OCDE. Je n'ai pas besoin de vous dire que la situation mondiale est très grave. Cela est bien évident pour tous les gens intelligents. Ces paroles historiques ont été prononcées il y a 70 ans et 2 jours à l'université de Harvard, dans le discours célèbre
du secrétaire d'État George C. Marshall. Ce jour-là, la foule réunie à Harvard ne s'attendait pas à assister à un moment historique. Mais ça l'était bel et bien. Cette foule a vu de ses propres yeux un tremplin pour la reconstruction de l'Europe, la vision de ce qui deviendrait le plan Marshall. Aujourd'hui, les peuples d'Europe doivent beaucoup à ce plan majeur et à ce grand homme. Au cœur du plan était la volonté d'aider l'Europe à renaître des cendres de la guerre et encourager notre continent à se rassembler plutôt que se battre. C'est dans cet esprit-là que l'OCDE a été créée sous le nom OECE. Depuis, l'OCDE a joué un rôle majeur dans la promotion de la paix et de la prospérité à travers la coopération économique. Aujourd'hui, l'économie mondiale est plus connectée que jamais. La mondialisation a atteint son pic. Et de mon point de vue, les bénéfices de la mondialisation sont énormes. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis 1990, la mortalité infantile a baissé de plus de 40% dans le monde. Le nombre de personnes en situation de pauvreté extrême a été réduit d'1 milliard. L'espérance de vie se rallonge. Le niveau d'alphabétisation n'a jamais été aussi élevé. L'accès à l'électricité a été étendu comme jamais auparavant. En bref, la mondialisation alimente un développement technologique étourdissant, un accès élargi au marché et des meilleures conditions de vie pour la grande majorité de la population mondiale. Oui, pour la grande majorité, mais pas pour tout le monde. Puisque, comme la mondialisation se renforce, l'écart entre les chanceux et les moins chanceux semble se creuser. L'été dernier, j'ai pu l'observer moi-même à 2 reprises. La première fois, c'était dans mon salon, chez moi. Mon fils aîné, Bergur, vient tout juste d'être diplômé de la Copenhague Business School avec un diplôme en commerce international. Et pour fêter son diplôme, il a invité quelques-uns de ses camarades, notamment des étudiants étrangers, pour partager un dîner dans notre appartement. C'est moi qui étais chargée de faire la cuisine. J'ai fait la cuisine et je servais ces jeunes gens et j'ai été frappée par leur optimisme. Aucun n'avait peur de l'avenir. Ils n'avaient que des rêves et des ambitions. Et puis, quelques jours plus tard, je faisais du vélo avec un groupe d'enfants qui sont suivis par la fondation que j'ai créée pour accompagner des garçons marginalisés. Des garçons entre l'âge de 16 et 20 ans qui ont subi beaucoup d'échecs dans la vie et à l'école, qui n'ont nulle part où aller. Ces garçons, eux aussi, parlaient de l'avenir pendant qu'on pédalait. L'un espérait trouver une place en apprentissage. L'autre se félicitait d'avoir reçu sa première bonne note à l'école. Ces garçons-là avaient aussi des rêves, mais leurs rêves trop souvent se transforment en impasse parce qu'ils n'ont pas les qualifications. Cette expérience, avec 2 groupes de jeunes dans mon propre pays, m'ont fait penser que le deuxième groupe risque réellement de se perdre en route. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il n'y a presque plus aucun emploi pour des personnes qui ne peuvent pas lire un manuel d'utilisation ou calculer un pourcentage. Et ça, c'est le revers de la mondialisation. Et si nous voulons que la mondialisation continue à avancer, nous ne pouvons plus continuer à ignorer cette question. Nous ne pouvons plus ignorer que beaucoup de gens ont l'impression que leur situation a empiré en raison de la mondialisation. Nous ne pouvons pas ignorer que pour des millions de gens, la mondialisation veut dire une plus grande précarité dans l'emploi. Et nous ne pouvons pas ignorer non plus que ces personnes cesseront d'adhérer à la mondialisation s'ils ont l'impression que le prix à payer est trop fort. La bonne question à poser, c'est comment réagir? Il y a beaucoup de réponses à cette question, mais aucune solution simple. Mais pour moi, la réponse de base, c'est celle qui a été apportée il y a 70 ans par George Marshall. Nous devons prendre des mesures concrètes.
Nous devons nous assurer que personne n'est laissé pour compte. Et à mes yeux, il y a 3 mesures essentielles que nous devons faire, que nous devons prendre. Premièrement, nous devons nous rendre compte que les défis de la mondialisation exigent aussi une réponse au niveau national. Pas sous la forme d'un protectionnisme exacerbé ou d'une recherche de l'autosuffisance. Ce qu'il faut, c'est prendre les réformes nécessaires afin de gouverner l'évolution de la demande, prendre des initiatives qui garantissent la création d'emplois plutôt que la préservation des emplois. Ce n'est pas facile, il faut du courage, mais on ne pourra pas y échapper. Pour moi, c'est la création d'emplois qui est la réponse la plus efficace à apporter aux craintes liées à la mondialisation. J'en viens à mon deuxième point. Nos sociétés, nos marchés du travail, nos entreprises doivent savoir s'adapter à l'évolution de la demande. La meilleure façon de s'adapter, c'est de permettre aux individus d'obtenir les qualifications nécessaires pour rebondir vers un nouvel emploi lorsqu'ils perdent l'ancien. C'est pourquoi nous avons besoin de fournir une formation tout au long de la vie, à tous les niveaux, à tous les individus de notre société. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, ce sont ceux qui n'ont pas cette chance. C'est pourquoi mon gouvernement a proposé récemment une série d'initiatives qui ciblent les enfants qui ont les plus mauvais résultats à l'école. Car ce sont ces enfants qui risquent le plus de ne jamais voir leur vie décoller. Et s'ils font du surplace, ce seront eux qui voudront ériger des murs contre la mondialisation. Alors que plutôt que des murs, nous devons leur offrir un pont vers leur avenir. Et c'est là qu'intervient la sécurité sociale. Le Danemark, comme vous le savez probablement, bénéficie d'une sécurité sociale très forte, financée par une fiscalité élevée. Ceci nous confère des avantages et des inconvénients. Mais un des principaux avantages, c'est que cette sécurité sociale forte permet un marché du travail flexible. Par exemple, les entreprises au Danemark ont beaucoup de facilité à embaucher et à licencier leurs salariés. Ceci permet aux employeurs de s'adapter rapidement et de réaffecter les ressources. Et tout le monde accepte ce système puisqu'il est associé à une sécurité renforcée. C'est l'approche qu'on appelle souvent la flexi-sécurité. Alors bien sûr, dans chaque pays, il faut trouver sa propre voie. Mais ce qui pour moi est évident, si on ne se préoccupe pas de ceux qui risquent de devenir les perdants de la mondialisation, alors personne ne sortira gagnant. Et j'en viens à mon troisième point, celui de la coopération. Nous avons besoin de davantage d'accords commerciaux internationaux, pas moins d'accords. Ces accords créent des conditions équitables pour les échanges et ils devraient contenir des dispositions sur les questions sociales, d'emploi et les questions environnementales. Nous devons renforcer la coopération sur les questions des distorsions de marché, d'évasion fiscale et de conduite irresponsable des entreprises. Nous avons besoin d'une réponse internationale forte au changement climatique, à la pauvreté, à la sécurité et aux migrations. Une réponse dans toutes les nations, sur tous les continents, quelles que soient nos convictions. Mais nous devons aussi renforcer la coopération au niveau local, au niveau national. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Il y a quelques mois, comme le secrétaire général vient de le dire, j'ai créé un partenariat national au Danemark qui s'appelle le Conseil de la rupture. Ce Conseil de la rupture réunit des syndicats, les organisations patronales, les entrepreneurs, les directeurs généraux et les ministres. Le rôle de ce Conseil de la rupture est d'examiner les défis et les perspectives ensemble. Ce Conseil vise surtout à rassembler les forces des syndicats et des employeurs. Puisqu'en définitive, tout le monde est dans le même bateau, sur la même mer. Nous faisons tous face aux mêmes vents contraires et occasionnellement aux ouragans. Heureusement, nous avons déjà une tradition très longue de ce type de coopération sur les questions d'emploi au Danemark. Et par conséquent, tant les employeurs que les syndicats danois ont l'habitude de prendre leurs responsabilités. Ils sont habitués à coopérer
et à apporter des solutions constructives. Ceci a été extrêmement précieux, notamment pour les personnes qui risquent de perdre leur emploi à cause de la mondialisation. L'OCDE, à mes yeux, dispose d'une position unique pour faciliter la recherche des solutions dans ce débat éminemment complexe sur la mondialisation. L'OCDE dispose d'une approche fondée sur les faits, d'un immense socle de connaissances et peut donc inspirer les pays membres et les organisations internationales dans le débat autour des défis et des perspectives liées à la mondialisation. Alors, mesdames et messieurs, lorsque George Marshall a prononcé son célèbre discours, il a insufflé un nouvel espoir à l'Europe, à genoux après la guerre. Il a agi. Il s'est préoccupé de ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons agir. L'espoir ne suffit plus. Il faut l'action. Je n'ai pas besoin de vous dire que la situation est loin d'être simple. Mais les habitants du monde ont le regard tourné vers nous, nous, leurs représentants. Ils cherchent des solutions et nous ne pouvons pas détourner le regard. Si on ne comble pas l'écart entre les jeunes chanceux qui étaient dans mon salon et les moins chanceux qui pédalaient à mes côtés, nous finirons tous perdants. Il n'y a pas de solution simple, mais il y a tout de même des solutions. Réunissons nos forces et bâtissons ensemble une mondialisation au service de tous. Soyons aussi visionnaires que George Marshall l'était en son temps. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vais vous demander de rester à vos places, s'il vous plaît, en attendant que Monsieur le Premier ministre et le Secrétaire général nous quittent. La présentation des perspectives économiques en présence du Secrétaire général et de l'économiste en chef, Madame Catherine Mann, reprendra dans quelques instants.